Après plusieurs mois de travail et de préparation sur un projet d'histoire et de mémoire autour des génocides du XXe siècle, la première ES1 du lycée Montesquieu d'Herblay, accompagnée par leurs 3 professeurs, est partie en Pologne pour mieux comprendre la Shoah sur les lieux où les nazis, pendant la Seconde Guerre mondiale, mirent à exécution leur plan de destruction des Juifs d'Europe. Regroupée devant le lycée le lundi 18 mars 2019 en fin de matinée, toute la classe prit le bus en direction de l'aéroport de Beauvais pour se rendre à Varsovie. Vers 16 heures, après le passage sans encombre des contrôles d'identité et des bagages, la classe au complet se mit en marche pour embarquer pour un vol d'environ 2 heures. Peu après 18 heures, l'avion se posa à l'aéroport de Varsovie. Nous prîmes un bus qui nous conduisit à notre hôtel pour y passer la première nuit. Le mardi 19 mars, la première étape du voyage fut consacrée à la découverte de Varsovie, en particulier de la vieille ville, avec ses façades colorées et ses bâtiments reconstruits à l'identique après 1945. Sur la place du Palais Royal s'élève aujourd'hui la colonne de Sigismond qui, en 1596, transféra la capitale de la Pologne de Cracovie à Varsovie. Nous fîmes aussi une promenade matinale bien agréable au parc Lasienki, le parc des Bains, avec son palais construit au XVIIIe siècle par le roi Stanislas Auguste Poniatowski et son amphithéâtre bâti sur des modèles antiques. En fin de matinée,
nous nous rendîmes aussi sur les lieux de l'ancien ghetto de Varsovie, notamment sur l'Umschlagplatz, d'où partaient les convois de déportation. Le ghetto de Varsovie était le plus grand de Pologne occupé par les nazis. Créé en octobre 1940 et détruit en mai 1943, après l'insurrection de ses occupants, il rassembla jusqu'à 380 000 juifs qui vécurent dans d'horribles conditions et qui, souvent, moururent avant même d'être déportés vers Treblinka. Plusieurs stèles rappellent les combats héroïques des insurgés au printemps 1943. L'après-midi, nous reprîmes le bus pour nous rendre à Treblinka, à 80 km au nord-est de Varsovie, d'abord par l'autoroute, puis en traversant la campagne polonaise jusqu'au camp, perdu et caché dans une forêt dense. Dans le cadre de l'action Reinhardt, les nazis construisirent un centre de mise à mort à Treblinka, à 4 km de la gare de la ville. Achevé en juillet 1942, situé sur un site boisé et camouflé, le camp servit à exterminer les juifs principalement venus du ghetto de Varsovie. Entre fin juillet et septembre 1942, plus de 300 000 juifs du ghetto de Varsovie y furent assassinés. En plus de ceux de Varsovie, des juifs venus d'autres pays d'Europe comme la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, la France, l'URSS, la Belgique ou encore l'Allemagne y trouvèrent aussi la mort. La déportation et les assassinats durèrent jusqu'à l'automne 1943, date à laquelle Treblinka fut démantelée. Autour de 800 000 victimes y perdirent la vie. Aujourd'hui, à Treblinka,
il ne reste rien des installations de mise à mort construites par les nazis. Sur l'ancienne zone du camp, au centre d'une clairière où se trouvaient les chambres à gaz, un vaste monument qui rappelle une pierre tombale a été érigé au début des années 60. À côté est placée une stèle sur laquelle on peut lire en plusieurs langues « Jamais plus ». Autour du monument ont été déposés 17 000 rochers qui symbolisent un cimetière. Sur 130 d'entre eux sont notés les noms des villes et des villages d'où étaient originaires les déportés. Derrière le monument central se trouve un mémorial de basalte qui rappelle les fosses communes où ont été incinérées des milliers de victimes. Le troisième jour de notre voyage, le mercredi 20 mars, commença avec la visite du musée Pauline, consacré à l'histoire des Juifs polonais et ouvert au public depuis 2013. Du Moyen-Âge à l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale, la Pologne faisait figure de terre promise pour les Juifs. Pauline signifie d'ailleurs en hébreu Pologne, mais aussi repose-toi ici. L'exposition permanente du musée raconte 1000 ans d'histoire de la plus grande communauté juive d'Europe, y compris les aspects les plus sombres comme les pogroms antisémites et la Shoah qui décima près de 3 millions de juifs polonais. Situé non loin de la statue de Jan Karski, figure majeure de la résistance juive polonaise,
le musée Pauline a été érigé en face du monument aux héros du ghetto, construit à l'endroit où commencèrent en avril 1943 les affrontements entre combattants juifs et soldats allemands lors de l'insurrection. C'est devant ce monument que s'agenouilla aussi pour la première fois Willy Brandt, chancelier allemand en 1970, et que furent célébrées le 9 octobre 2009 les funérailles de Marek Edelman, combattant lors du soulèvement. Après 2 jours passés à Varsovie, nous quittâmes la capitale polonaise et nous nous mîmes en route pour Cracovie, située au sud du pays. Le jeudi 21 mars, nous commençâmes notre journée en visitant l'ancien ghetto de Cracovie, situé dans le quartier de Podgorce, de l'autre côté de la Vistule, que les nazis créèrent le 3 mars 1941. Cerné d'un mur dont la forme rappelle des pierres tombales, le ghetto enferma des milliers de juifs jusqu'à son démantèlement en 1943. Au milieu de l'année 1942, commencèrent les déportations, principalement vers Auschwitz-Birkenau. Puis nous continuâmes notre visite de la Cracovie juive avec l'usine d'émail d'Oskar Schindler, industriel allemand qui, après avoir profité de la main-d'œuvre juive bon marché, prit conscience du sort de ses populations et arracha des griffes d'Amon Goeth, chef du camp de Plaszow, environ 1200 juifs et les sauva d'une mort certaine. Il fut reconnu juste parmi les nations par l'État d'Israël en 1967. Non loin de l'usine, devant l'unique pharmacie du ghetto tenue par Tadeusz Pankiewicz, qui aida activement les juifs jusqu'à la liquidation du ghetto et qui fut lui aussi reconnu juste parmi les nations en 1983, se trouve la place des héros du ghetto. C'est de là que partirent les juifs vers les centres de mise à mort, notamment la famille du cinéaste Roman Polanski. Un mémorial représentant 65 chaises, inauguré en 2005, rappelle les 65 000 juifs de Cracovie assassinés à Belzec et à Auschwitz. De retour dans le quartier de Kazimierz où vivaient les Juifs, avant la création du ghetto par les nazis, nous entrâmes dans la seule synagogue encore en activité, la synagogue Rémou. La cour d'entrée de la synagogue porte des inscriptions à la mémoire des victimes de la Shoah. À l'intérieur, elle se compose de 2 parties. Une salle de prière pour les hommes, avec la bima centrale entourée d'une clôture métallique et décorée d'une menorah, et une salle de prière pour les femmes. De nombreux lustres donnent de la luminosité à cet édifice.
Autour de la synagogue se trouve un cimetière juif. Les premiers enterrements remontent au XVIe siècle. Il fut fermé au XIXe siècle. Les nazis le pillèrent et le détruisirent pendant la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, au cours des années 1950, on retrouva de très nombreux morceaux des tombes détruites. Elles sont désormais incorporées dans un mur qui sert de mur des lamentations aux juifs qui viennent s'y recueillir. Après un arrêt devant la vieille synagogue de Cracovie, aujourd'hui reconvertie en musée, nous continuâmes notre visite dans le quartier de Kazimierz, où il reste quelques traces d'une vie juive féconde et riche. Mais depuis la fin de la guerre et la Shoah, il ne reste que quelques centaines de juifs dans la Cracovie d'aujourd'hui. En 1993, le cinéaste américain Steven Spielberg rendit Cracovie mondialement célèbre en y tournant son film La liste de Schindler. Les scènes de l'évacuation du ghetto furent tournées en ces lieux. Notre après-midi à Cracovie fut consacré à la visite de la vieille ville. Quartier touristique et très animé, elle concentre la majorité des monuments, des théâtres, des cafés et des musées. Nous y découvrîmes la Halle aux Draps et l'église Notre-Dame. Nous passâmes aussi par l'université Jagellonne, où étudièrent entre autres Nicolas Copernic, Tadeusz Pankiewicz, le pharmacien du ghetto, et un certain Karol Wojtyla, plus connu sous le nom de Jean-Paul II.
Nous achevâmes notre après-midi en visitant le château Wawel, perché sur la colline du même nom. Ce château est un des sites incontournables de Cracovie. Cette fortification comprend à la fois un palais et une cathédrale qui surplombe la Vistule. Dès l'invasion de la Pologne par les nazis, Hans Frank, nommé par Hitler gouverneur général des provinces polonaises occupées, s'installe avec une suite nombreuse dans le château de Wawel, où il vit dans le luxe. Il fut notamment le responsable de l'extermination des Juifs de Cracovie. La dernière journée du séjour, le vendredi 22 mars, fut consacrée à la visite d'Auschwitz-Birkenau. Nous prîmes donc la route vers 7 heures du matin pour nous rendre à Auschwitz. Nous commençâmes par Auschwitz I, le Stammlager, le camp de concentration où le portail d'entrée porte l'inscription ironique Arbeit macht frei, le travail rend libre. Une fois ce portail passé, nous visitâmes, accompagnés d'un guide, différents blocs, tous en briques, qui servirent à l'origine à l'armée polonaise et que les nazis transformèrent en camps de concentration. Aujourd'hui, les blocs se visitent et permettent de découvrir le fonctionnement du camp, des photos et des objets datant de cette sombre période.
En sortant du bloc 11, qui servait de prison, nous nous recueillîmes un instant sur le mur des fusillés. Nous entrâmes aussi au bloc 20, le pavillon français qui présente le destin des 76 000 juifs de France, en rappelant comment ils furent arrêtés, internés à Drancy, puis déportés, après 3 jours et 3 nuits de voyage, à Auschwitz-Birkenau. Avant de quitter Auschwitz I, nous aperçûmes au loin la maison de Rudolf Höss, le commandant du camp, que les élèves découvrirent avec leur lecture du roman La mort est mon métier de Robert Merle. À quelques mètres de cette maison est dressée la potence où Rudolf Höss fut pendu le 16 avril 1947. Nazi convaincu, il exécuta avec beaucoup de zèle les ordres de Himmler et fit augmenter les capacités exterminatrices d'Auschwitz-Birkenau. À côté de cette potence se trouve la chambre à gaz, appelée aussi crématoire 1. En début d'après-midi, nous nous rendîmes à Auschwitz II-Birkenau, centre de mise à mort où furent déportés et assassinés la plus grande partie des Juifs d'Europe, notamment ceux venus de France entre 1942 et 1944. Étendu sur une superficie de 170 hectares, le camp est divisé en plusieurs secteurs. De nombreux baraquements sont encore visibles de part et d'autre de la Judenrampe, construite au printemps 1944 pour l'arrivée des Juifs de Hongrie.
Notre guide nous fit d'abord pénétrer dans le baraquement des latrines. Bâtiment d'une incroyable propreté aujourd'hui, c'était un lieu où les SS ne mettaient jamais les pieds, tant l'odeur y était infecte et les conditions sanitaires déplorables. Nous découvrîmes aussi les chalits en bois où les déportés couchaient à plusieurs et avaient bien du mal à trouver le sommeil, tant la peur, les cris ou les maladies rendaient infernales les nuits, comme en témoigne Primo Levi dans son célèbre témoignage « Si c'est un homme ». À côté de la Judenrampe, notre guide nous expliqua le processus de sélection à l'arrivée des trains. À partir de photos prises par les nazis et retrouvées par une déportée hongroise, Lily Jacob, nous comprîmes comment les prisonniers aptes au travail étaient momentanément préservés, tandis que les inaptes étaient immédiatement gazés. Tout au bout de la rampe, les prisonniers, considérés comme inaptes au travail, étaient directement conduits vers les chambres à gaz et les fours crématoires. Avant de prendre la fuite en janvier 1945, devant l'avancée et l'arrivée des troupes soviétiques, les nazis firent exploser les installations de mise à mort pour effacer les traces de leurs crimes. Aujourd'hui à Birkenau, il reste ces vestiges où nous distinguons bien les escaliers où descendaient les déportés, la vaste salle où ils se déshabillaient avant d'être gazés. Au fond du camp de Birkenau se trouve le Canada, un ensemble d'une trentaine de baraquements où étaient triés les biens des déportés avant qu'ils ne soient renvoyés en Allemagne et à travers le Reich. Le nom de cet endroit renvoyait aux richesses qu'évoquait aux prisonniers ce pays d'Amérique du Nord.
À côté du Canada, notre guide s'arrêta devant le crématoire 4 où une révolte eut lieu le 7 octobre 1944, signe d'une résistance juive comme il y en eut à Sobibor ou dans le ghetto de Varsovie. Au fond, dans la clairière, un dernier crématoire était installé. C'est de là que furent prises les 4 photos célèbres d'Alberto Herrera, qui, clandestinement et furtivement, parvint en août 1944 à photographier la crémation à ciel ouvert des déportés. Entre les 2 crématoires 4 et 5 se trouve un petit lac où étaient jetées les cendres des déportés qui venaient d'être brûlés, faisant ainsi d'Auschwitz-Birkenau un immense cimetière. Notre visite de Birkenau s'acheva par la visite du Central Sauna, où les déportés jugés aptes au travail étaient conduits pour être douchés, désinfectés, rasés et tatoués. Ils recevaient aussi de misérables chaussures et vêtements avant de regagner le camp de quarantaine puis les différents commandos de travail.
Après 5 jours de voyage, nous repartîmes pour Paris le vendredi 22 mars vers 20h. Après un atterrissage imprévu à Luxembourg sans gravité, nous fûmes de retour autour de minuit. Un tel voyage, longuement préparé, a plusieurs vertus. Une meilleure compréhension et analyse de cet événement historique tragique et de riches moments de partage entre élèves et professeurs.